Et après, avec ce propos d'un gréviste, sommes-nous prêts à accepter que c'est mort? Est-ce que pour vous, c'est mort, Philippe Martinez? Pas du tout. Pas du tout. Y a deux aspects. Évidemment, pour ceux qui attaquent leur 42e jour de grève, c'est difficile. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, et il y a besoin d'ailleurs que médiatiquement, ça, on en parle plus. On a beaucoup stigmatisé sur les cheminots et les agents de la RATP. Entre parenthèses, vous savez, la RATP, quand vous allez à Rodez, c'est beaucoup plus flou que quand vous êtes en région parisienne. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, enfin déjà la semaine dernière, les portuaires, les dockers étaient en grève, la Banque de France est en grève, dans l'énergie il y a des grèves, enfin il y a des grèves partout. Alors évidemment, le gouvernement joue une stratégie d'isolement des salariés de la RATP et de la SNCF, parce que quand les trains ne roulent pas, ça se voit. Mais ce conflit, il est ancré. Mais il faut venir sur le fond. On a vous avez peut-être lu la lettre que le Premier ministre nous a envoyée, qui nous dit notre réforme, elle est juste et simple. Alors, simple, plus ça passe, moins on la comprend. Et je regardais un sondage hier, 68% des Français ne comprennent pas cette réforme et sont inquiets de cette réforme. Si elle était si simple et si juste, il n'y aurait pas d'inquiétude. Enfin, le système antérieur n'était pas beaucoup plus simple, Philippe Martinez. Il était très simple. Il était moins... Expliquez-moi juste. Pourquoi. Il est simple. Vous avez un âge légal et vous devez avoir un certain nombre de trimestres pour pouvoir partir. Alors, les réformes successives, dont d'ailleurs Édouard Philippe a contribué, lui directement ou ses pairs, comme Monsieur Juppé par exemple, a dégradé le système. Mais c'est simple. Vous avez un âge et un nombre de trimestres. Le problème, c'est qu'on a augmenté le nombre de trimestres nécessaires pour partir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que l'âge légal est à 62 ans, vous le savez très bien, une majorité de Français sont obligés de partir après pour pouvoir avoir une pension. L'âge pivot, il existe déjà d'ailleurs. Frédéric Seyss. Et plusieurs responsables syndicaux opposés à cette réforme des retraites appellent de nouveaux publics à rejoindre la grève en disant on a besoin de soutien. Ils pensent notamment aux étudiants, aux fonctionnaires et à plusieurs autres corps. Pourquoi ce renfort jusqu'à présent au 42e jour de grève effectivement ne vient pas? Qu'est-ce que vous ratez dans ce que vous appelleriez la jonction des luttes? Pourquoi ça ne vient pas? Parce que quand on touche 1000 euros ou 1200 euros par mois, on a déjà du mal à boucler les fins de mois. Donc chaque journée en moins sur son salaire, c'est compliqué. Enfin, pour les étudiants par exemple. Les étudiants, je pense qu'il y a besoin que le monde du travail et le monde étudiant discutent beaucoup plus. On l'a vu déjà par le passé, que ce soit sur la loi travail ou sur la réforme des universités ou la loi Blanquer. Il y a besoin de renouer ces liens entre la jeunesse et le monde du travail. Or, le président de la République a toujours développé cette idée que il y avait le vieux monde, c'est-à-dire nous, par exemple, et puis la jeunesse, les start-up, l'auto-entrepreneuriat, etc. Enfin, et ça prend dans la jeunesse française, selon vous? Je pense que les liens qu'on a pu connaître à une époque, y compris avec les organisations syndicales de jeunesse, nécessitent d'être renoués. Il y a besoin d'aller débattre dans les universités, que des étudiants viennent débattre dans les entreprises. Je pense on a des efforts à faire de ce point de vue-là. Philippe Martinez, la différence entre 1995, la grève de 1995 et aujourd'hui, c'est que pour ceux qui s'en souviennent, et c'est-à-dire pas Frédéric Seyss, mais les autres, on a beaucoup marché, voilà, tous les deux, on a beaucoup marché, parfois d'ailleurs avec des banderoles à côté, mais en tout cas, la France était très désorganisée à l'époque. Aujourd'hui, il y a évidemment une gêne apportée par la grève, mais elle est sensiblement inférieure. Il y a beaucoup de corps de métier finalement qui sont peu en grève, et donc ça signifie que cette grève, elle ne prend pas tant que ça. Premièrement, il faut de la cohérence dans les propos, pas les vôtres. Mais qu'est-ce qu'on a mis dans la figure des grévistes de la SNCF et de la RATP? Enfin, sûrement pas sur cette antenne. Enfin, prise d'otages, les pauvres enfants qui à Noël pouvaient pas aller voir leurs parents ou leurs grands-parents. Enfin, on a chargé la mule. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des grèves. Et comme en 95 d'ailleurs. En 95, il y avait une corporation qui était en grève reconductible, et puis il y avait des temps forts de grève qui étaient réguliers, et c'est pour ça que nous marchions, pas tous les jours, mais régulièrement, dans les manifestations. Troisième chose, c'est que ça fait 20 ans.
Et le monde du travail s'est considérablement modifié. Enfin, le chômage a augmenté, vous le savez, la pauvreté a augmenté, la précarité. Enfin, en 95, Uber, on savait même pas ce que c'était. Des travailleurs qui n'ont plus de patron. Donc c'est ça qui a changé. Et donc quelqu'un qui est intérimaire, quelqu'un qui est précaire, en CDD, faire grève, c'est la porte tout de suite. Mais aujourd'hui, dans ce climat quand même de France aux prises avec différents conflits sociaux, il y a bien entendu celui-ci, il y a eu les gilets jaunes. On a par exemple évoqué une convergence. Cette convergence, elle est assez peu visible. Philippe Martinez, comment expliquez-vous que les gilets jaunes qui étaient censés être omniprésents il y a quelques mois en France ne se soient pas greffés à la mobilisation contre la réforme des retraites? Parce que là aussi, il y a besoin que le mouvement syndical il prenne en compte cette diversité de situations dans le monde du travail. On a eu beaucoup de débats avec les gilets jaunes. Eux, ils faisaient ça le samedi parce que le samedi, c'est pas un jour de semaine, comme tout le monde le sait. Il y a moins de gens qui travaillent et donc pour la mobilisation, ça peut paraître plus favorable. Nous disons, il faut. Oui, certes, mais samedi dernier, excusez-moi, je vous ai coupé. Samedi dernier, par exemple, à Paris, il y avait quasiment pas de gilets jaunes. Il y avait surtout, en fait, le public traditionnel des manifestations syndicales. Il y avait, ce qu'on constate, c'est que le samedi, il y a un public différent que la semaine. Voilà. Parce que, je vous dis, tous ceux qui... la grève, on découvre que la grève, ça coûte de l'argent, que c'est s'exposer à des sanctions, faut le dire aussi. Et donc, si on fait les manifestations de jeudi et celles de samedi, les publics sont différents et c'est ça qui fait la force. Mais il y a encore besoin de convaincre que l'action syndicale, c'est indispensable. Mais moi, je suis heureux qu'après les dénigrements de la phase de l'année dernière où les syndicats ne servaient plus à rien, on s'en prend quand même pas mal dans la figure. Permettez-moi de vous le dire. J'écoutais votre chronique sur Anne Hidalgo, ça nous fait un point commun sur les caricatures, sur le dénigrement, sur les mensonges, etc. Tous les secrétaires généraux de la CGT sont caricaturés depuis Krasuki. C'est votre lot, vous deviez le savoir avant d'accepter le job. Comme quoi, pour des gens qui ne servent à rien, qui sont inutiles et qu'on ne parle plus d'eux, de régulièrement, voilà. Vous n'avez pas encore le même palmarès dans les librairies, mais sans doute que ça va venir après. Non, mais je ne leur vendis pas. Je parlais juste de caricatures et d'insultes. Concernant cette conférence sur le financement qu'a proposé la CFDT, qui a été reprise par le Premier ministre dans sa lettre, pour trouver des solutions, dit-il, sur l'équilibre du système, avec des solutions avant la fin avril, issues de cette conférence, quelle est la position précise de la CGT? On ne l'a pas très bien compris jusqu'à présent. Vous avez dit, en gros, on n'est pas hostile à essayer de trouver des idées pour l'équilibre en général, mais ça nous semble être ici un piège avec peu d'options possibles. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous y allez ou vous faites la chaise vide? Alors, premièrement, nos propositions, je sais bien que on parle de contestataires et de réformistes et que la parole des uns est plus reprise que la parole d'autres. Nous, les propositions, ça fait des mois qu'on les fait. Et d'ailleurs, on a eu une séance de travail avec Monsieur Delevoye sur le financement. C'était il y a 3 mois. Moi, j'ai pas fait le 20h de France 2. Contrairement à Laurent Berger. Contrairement à d'autres. Mais les propositions, elles sont là. Qu'est-ce qu'on dit? Et je l'ai dit vendredi dernier au Premier ministre. J'ai dit, si vous voulez un vrai débat, trouver des solutions, faut tout mettre sur la table. Il m'a dit, OK, vous venez avec vos experts, c'est projet contre projet. C'est ça un débat. Bon, le lendemain, on reçoit un courrier qui nous dit, on a retenu l'idée de conférence de financement, mais on n'a pas le droit de parler des augmentations de salaire, qui génèrent des augmentations de cotisations. On n'a pas le droit de parler des exonérations de cotisations sociales patronales. On n'a pas le droit. Ça veut dire Pourquoi vous voulez parler de ces points-là, Philippe Martinez? Expliquez-nous. Pourquoi? Expliquez-nous. Augmenter les salaires, c'est une nécessité pour pouvoir vivre, mais automatiquement... Mais sur les cotisations patronales. Attendez, mais automatiquement, il faut le redire, parce qu'on nous dit baisser les cotisations, c'est bon, ou supprimer les cotisations, c'est bon pour le pouvoir d'achat. C'est faux. Ça permet d'augmenter les salaires et les cotisations sociales, c'est ce qui permet de payer le moins possible, parce que malheureusement maintenant on paye quand on va à l'hôpital, ça finance les retraites. Les exonérations de cotisations patronales, les aides, les exonérations, c'est 200 milliards par an.
Et on nous embête pour un déficit entre 7 et 14 milliards. 200 milliards, ça me paraît un chiffre énorme. Les exonérations de cotisations, les aides publiques, CICE, crédit impôt recherche, les niches fiscales, etc., c'est énorme. Hein. Là, il faut sommer beaucoup de choses, mais bon, je vous laisse évidemment libre de votre calcul, Philippe Martinez. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Nous, on dit, voilà, allez chercher. La fraude fiscale, on ne sait pas, parce que par essence, la fraude, c'est pas très public, mais c'est entre 60 à 80 milliards, vous voyez, des sous. Donc, cet argent-là, il sert à quoi? Philippe Martinez, est-ce que cette stratégie front contre front, puisque aujourd'hui, finalement, non, c'est cela. Pourquoi c'est pas une stratégie contre front? Aujourd'hui, vous demandez le retrait de la réforme. Non, le retrait et l'amélioration du système actuel. Et donc, pour finir sur votre question, chaise vide ou pas? C'est comment on conçoit le dialogue social dans ce pays. Est-ce que c'est un projet du gouvernement et on a le droit de le discuter à la marge, la virgule, le point virgule, où on dit, voilà, il y a deux conférence de financement, c'est pas à la virgule quand même. Mais je vous dis que le Premier ministre nous a écrit en nous disant on discute de tout, sauf de ça. Il a balisé le chemin, mais est-ce que le chemin, vous le prenez tout de même ou pas? Vous n'avez pas répondu à la question. On est en train de discuter. D'accord, c'est pas encore tranché. C'est pas encore tranché, et nous avons répondu au Premier ministre, parce que d'ailleurs cette lettre est publique, vous pourrez la consulter, pour lui dire, nous, notre conception du dialogue, c'est on met tout sur la table et on discute. Dans La Croix, aujourd'hui, toujours ce dossier sur la grève, il est question de négociations avancées à la SNCF et à la RATP. Est-ce que ça signifie que la grève pourrait cesser? Elle est déjà largement amoindrie, atténuée dans ces deux entreprises? Oui. Ok, je vous écoute, allez-y. Vous voyez le sens de ma question. Est-ce que d'après vous, on est sur le point d'avoir une reprise complète du travail parce qu'il y a des négociations avancées dans ces entreprises et que finalement, on est dans du catégoriel? Non, il y a sur la question de la retraite, le conflit il n'est pas terminé. Il y a la CGT à la SNCF comme à la RATP demandent des négociations la SNCF par exemple, depuis l'année dernière. Vous savez, il y a eu un changement, une réforme sur la SNCF. Il y a eu des promesses de fait, y compris par le gouvernement. Eh bien, depuis 1 an et demi, rien n'a bougé. Donc des négociations, on en veut. Sur les questions d'emploi, sur les questions de salaire, sur la sécurité. Enfin, il y a des accidents. Donc nous, on est prêts à discuter. Mais c'est le gouvernement qui ne tient pas ses engagements. Là, en l'occurrence, c'est pas le gouvernement. C'est au niveau des entreprises que doit se faire la négociation. Le gouvernement ne joue pas, vous croyez? Un petit peu quand même. Expliquez-moi, vous connaissez mieux les choses que moi. Vous aussi, vous connaissez les choses. Qui a fait la réforme de la SNCF? C'est bien le gouvernement. Vous savez bien que c'est même avec le changement de statut, c'est quand même le gouvernement qui tient les rails, c'est le cas de le dire, de la SNCF, comme à la RATP. Ce sont des entreprises publiques. Donc les engagements de l'année dernière, nous, on demande à ce qu'ils soient tenus, y compris, il y a besoin de créer des emplois à SNCF, il y a besoin d'augmenter les salaires, comme partout. Et justement, par rapport à cela, que vous répond-on au gouvernement? Est-ce que là-dessus, vous n'avez pas de réponse? Est-ce qu'il n'y a pas de négociation? C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout simplement une politique de non-communication entre le gouvernement et vous, ou celle-ci ne vous satisfait pas? C'est une politique de communication du gouvernement vis-à-vis de l'opinion publique, et je vous dis que ça ne marche pas, parce que tous les sondages montrent que le mouvement social, il est majoritairement soutenu, 60%. On va pas discuter des chiffres, mais disons qu'il y a aussi évidemment de plus en plus de gens qui considèrent que c'est long, 42 jours. Mais nous aussi, et les grévistes, vous croyez pas qu'ils considèrent que c'est long? 42 jours. Mais moi, je vous dis que ce mouvement, il est soutenu majoritairement. Et quand une réforme, j'insiste, simple et juste, personne ne la comprend, même le ministre en charge de mener ce projet sur les retraites, il n'arrive pas à expliquer. Moi je lui pose une seule question. Qu'est-ce que c'est qu'une carrière complète pour pouvoir toucher au moins les 1 000 €? Vous le savez, vous? J'ai cru comprendre que c'était vous êtes journaliste. Au moins 37 ans et demi de cotisation. Points maintenant, vous voyez, vous êtes comme moi. Il y a une question et personne ne sait répondre. Et quand le ministre en charge du dossier n'est pas capable de répondre à cette question, qui est quand même une question essentielle de la réforme, ça pose question. Frédéric Seyss, posez une question. Sur la conférence de financement, là encore, vous avez contesté le casting, si j'ose dire, avec le gouvernement qui a affirmé que les syndicats invités à participer à cette conférence de financement devaient être représentatifs à hauteur de 5% des voix dans les élections professionnelles, ce qui, selon vous, est un seuil beaucoup trop bas, parce que ça fait venir à peu près des organisations non représentatives, selon vous. Ça fait venir, sous-entendu, l'UNSA, qui est favorable à cette conférence de financement et qui est un syndicat dit modéré.
Mais là c'est pareil, il y a une loi sur la représentativité. En France, il y a des lois. Il y a une loi sur la représentativité qui définit qui est représentatif dans ce pays. Ça s'appuie sur les élections. Donc le seuil, c'est 7% ou 10% dans les branches. Là, on invente une règle, par hasard, qui dit, non, on va en prendre un à 5%. Pourquoi on change il y a une loi, ou alors on change la loi. Ça veut dire que des syndicats minoritaires pourrait être plus important que des syndicats majoritaires. Mais c'est valable, vous voyez, c'est valable à l'échelle du pays. Aujourd'hui, il y a une majorité de syndicats en France qui représentant une majorité de salariés, soutenus par une majorité de l'opinion publique, qui conteste cette loi. On fait comme si ça n'existait pas. C'est comme si au Parlement, c'était les députés minoritaires qui faisaient les lois. Personne n'imagine ça. Personne. Et dans le monde syndical, et parce qu'on change aussi, on tripatouille les règles, on considère que la minorité ou le premier syndicat de France, qui ne représente que 23%, pourrait faire la pluie et le beau temps. Enfin, faut qu'on soit cohérent. Démocratie sociale et démocratie politique, ça peut pas. Enfin, la démocratie en tant que telle, ça peut pas être des règles fluctuantes. Le relèvement de ce seuil des 5% et donc par conséquence, l'exclusion de l'UNSA des discussions, ça pourrait faire partie des conditions qui vous inciteraient à participer. C'est pas ça. Le problème majeur, c'est pas ça. Vous avez compris. Mais soit on a une règle, on invite tout le monde. Soit on a une autre règle et on invite les représentatifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Solidaire et la FSU devraient être invités si on invite l'UNSA. C'est tout. C'est tout ce qu'on dit. On peut pas avoir des règles à géométrie variable. Philippe Martinez, la France est un pays où il y a des colères, beaucoup de colères. Il y a eu la colère des Gilets jaunes. Maintenant, il y a la colère de ceux qui manifestent contre cette réforme des retraites. S'il n'y a pas d'accord trouvé, que va devenir cette colère? Est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, un rôle des syndicats qui sont là normalement pour refroidir les conflits sociaux, comme le dit François Dubet? Non, on n'est pas là pour refroidir, on est là pour porter des revendications. Mais si ces revendications n'aboutissent pas... Pourquoi, à chaque fois qu'il y a un blocage, ça serait de la faute des syndicats? J'ai pas parlé de faute, j'ai dit qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ou de la responsabilité des syndicats, il faut... quand on dialogue... Partagée, en tout cas. Moi, je pourrais vous dire pourquoi il y a un blocage du gouvernement. Voyez, mais c'est valable dans les entreprises. Dans cette belle maison, belle maison où on veut supprimer 300 il y a des négociations emplois. En cours dans cette belle maison, si vous faites référence à la maison de la radio. Cette belle maison de la radio, c'est toujours de la responsabilité des syndicats. Pourquoi une direction d'entreprise ou un gouvernement ne pourrait pas dire « c'est vrai, je me suis trompé, on arrête tout ». On vous écoute et on reprend vos propositions. À chaque fois, il y a un genre de pouvoir. Le gouvernement estime, en tout cas, que c'est du côté des syndicats, d'une part, qu'il n'y a pas de négociation, et surtout, il y a une légitimité du gouvernement élu et dit voilà. Mais dans les entreprises, il y a des élections. Oui, bien entendu. Les syndicats sont légitimes. Aujourd'hui, il y a la CFDT, il y a l'UNSA qui sont prêts à négocier avec le gouvernement. Ils sont tout aussi légitimes que la CGT. Mais je vous parle d'une majorité de syndicats représentant une majorité de salariés. Je dis même que dans les entreprises ou les syndicats, parce que le système électoral au niveau syndical n'est pas le même que en politique. Il n'y a pas des bulletins CGT dans toutes les entreprises. Il faut être implanté. Or, aux élections présidentielles, il y a des bulletins Macron dans tous les villages. Donc nous sommes légitimes aussi. C'est pas cette légitimité-là qui est en cause, mais au fil des discussions qu'on a eues,